Chers amis, vous découvrez votre nouvelle série d'interviews en face à face. Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce qu'on devrait améliorer et puis évidemment à mettre un maximum de likes et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le sélectionneur des U20, c'est Mohamed Ouahabi. Bonjour. Bonjour Mansef. Merci de nous accueillir ici au complexe Mohamed VI. Alors on va revenir sur cette CAN U20 qui s'est déroulée en Égypte. Nos lionceaux de l'Atlas ont atteint la finale lors de laquelle ils se sont inclinés 1-0 face à l'Afrique du Sud. Vous revenez tout de même avec la satisfaction d'avoir atteint le premier objectif qui était la qualification pour la Coupe du Monde qui se déroulera en septembre prochain au Chili. Alors coach, 20 ans après, nous sommes de retour. Après avoir connu un échec en 2023, il y avait beaucoup de pression lors des demi-finales. Pour la qualification à la Coupe du Monde. Pour la qualification. Donc lors du quart de finale. C'est ça. Ouais, lors du quart de finale, il y avait beaucoup de pression. J'ai pas senti plus de pression que lors des autres matchs. J'ai vraiment l'impression en plus que match après match, je sentais ce groupe se libérer de plus en plus. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on s'était préparé à cela. C'est que je savais très bien que le match de quart de finale qualificatif pour la Coupe du Monde était comme une étape super importante mentalement pour les joueurs. Et on s'était préparé à cela en essayant de ne pas parler de la Coupe du Monde. Et de nouveau, tout ce qu'on a fait depuis le début, je le dis, c'est 2 ans de travail. Et pendant 2 ans, en fait, on n'a jamais parlé de la Coupe du Monde. Vraiment, sincèrement. On n'a parlé que d'une chose, c'est de la CAN, d'arriver à remporter cette CAN. Et on savait très bien que tout allait couler de source si on atteignait cet objectif-là. Et le seul moment où j'ai vraiment parlé de cette Coupe du Monde, c'est dans le vestiaire, juste avant de démarrer le match. Juste après l'échauffement, on a une petite routine où on se réunit tous ensemble. On a le drapeau du Maroc devant nous et voilà, il y a le dernier mot du coach, le dernier mot du capitaine. Et il n'y a qu'à ce moment-là où j'ai vraiment parlé de la Coupe du Monde. Mais vraiment qu'à ce moment-là. Donc j'ai pas parlé avant. Et j'avais proposé justement, on avait imprimé la Coupe du Monde, on avait imprimé aussi les pays qui participaient, qui étaient déjà qualifiés, en leur disant que voilà, c'était aujourd'hui à vous de jouer sur le terrain pour ramener le Maroc là où il doit être. Parmi tous ces pays, il y avait le Brésil, il y a la France, l'Argentine, l'Espagne. Et je dis en fait, voilà, c'est vous qui allez ramener le Maroc en Coupe du Monde. Et puis on continuera notre chemin, Inch'Allah. Et dès qu'on s'est qualifié, juste après le match, j'ai fait l'inverse. C'est que j'ai réuni tout le monde dans le vestiaire, juste avant la conférence de presse. J'ai pris justement ce papier, cette Coupe du Monde, je l'ai plié en plusieurs, je ne sais plus, en 8 ou en 10. J'ai mis dans ma poche et je leur ai dit, voilà, j'aimerais bien que vous fassiez la même chose dans votre tête, que vous mettez cette Coupe du Monde de côté, qu'on aura le temps de rouvrir et de revoir cette Coupe du Monde. Mais là, aujourd'hui, on se concentre sur l'essentiel, c'est d'aller gagner la CAN. Et je pense que ça s'est assez bien fait. On l'a ressenti aussi pendant le match. Ils sont restés très très calmes. Mais c'est vrai que j'ai senti quand même, dès que le match s'est terminé, j'ai senti quand même une joie extrême, un soulagement et de se dire voilà, pas juste qu'on a atteint l'objectif prioritaire. J'ai l'impression qu'ils se sont dit on a atteint l'objectif minimum aussi. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si on n'atteint pas notre objectif, on repartira avec quelque chose. Et je pense que c'est ce que j'ai ressenti dans le groupe et dans le staff. Effectivement, et puis en plus, c'est un match où nous sommes partis aux prolongations. Alors, à la 90e minute de jeu, quand vous réunissez vos joueurs, c'est quoi votre discours à ce moment-là? Comment est-ce qu'on va canaliser le groupe et leur dire ok, les garçons, il reste encore 30 minutes, on peut encore aller le faire? La première chose, c'est qu'on savait qu'on était supérieur. On avait eu les meilleures occasions, on a failli marquer juste avant, même s'ils ont eu une frappe aussi, une occasion à la fin, il faut le reconnaître. Et donc, je pars toujours du principe que quand vous faites bien les choses, il ne faut pas trop parler, il ne faut pas trop changer. Et j'avais l'impression qu'on faisait bien les choses, qu'on a eu les opportunités, qu'on allait encore en avoir. On savait aussi que sur la durée, on était plus fort en termes d'endurance, d'endurance physique, mais mentale aussi. On savait très bien qu'on allait rester concentré jusqu'à la fin, qu'on n'allait pas faire, qu'ils allaient laisser des espaces, qu'ils allaient faire des petites erreurs. Et donc, il fallait juste qu'on continue comme ça. Et je leur dis toujours, c'est que on s'attendait à ça, parce qu'on se dit toujours que ça va être compliqué. Si on commence les matchs en se disant ça va être facile, si on commence une CAN en se disant ça va être facile, ce qui n'est jamais le cas, à force de leur dire voilà ça va être compliqué, je leur disais juste c'est normal, c'était prévu que ce soit compliqué. Donc si on veut aller au bout, on va devoir passer par là. Et puis bien entendu, il y a eu le carton rouge de la Sierra Leone qui nous a beaucoup aidé, et on a vu là
qui ne pouvaient plus être dangereux offensivement. C'est surtout ça qui a changé. C'est pas le fait que c'est plus facile de marquer. Non, c'est pas plus facile de marquer contre une équipe à 10. Ce qui est peut-être plus facile, c'est qu'on peut prendre plus de risques parce qu'offensivement, ils n'avaient pas vraiment nous contre-attaquer comme ils savaient très bien le faire. Donc on est resté cohérent par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Effectivement, et puis en plus, il y a des statistiques très intéressantes, notamment, on tire 21 fois au but, on tire 21 fois au but, on cadre 6 fois. Qu'est-ce qui nous a manqué concrètement sur ce match ? Le match de la Sierra Leone, ce qui nous a manqué, c'est de la malice déjà, je trouve, parce qu'il y a quand même deux situations où on peut avoir un penalty. Et je dis toujours, il y a un moment où c'est peut-être flagrant pour tout le monde. On se dit quand le gardien touche Mouad Dahak, c'est penalty. Et en ressortant la vidéo juste après le match, je montrais au groupe, je disais, ben voilà, si c'était un Égyptien qui cherchait cette faute, il aurait reçu 2 penaltys sur la même action. Tellement il aurait bien joué le coup. Oui. Et nous, Mouad, le pauvre, il fait tout pour éviter le gardien. Donc je pense c'est un peu de malice. Et puis bien entendu, on sait très bien que l'efficacité, c'est quelque chose de très important et que c'est ce qui fait la différence. On l'a vu, on en parlera lors de la finale. Mais il nous a rien manqué en fait. On aurait pu marquer avant, mais on les a très bien canalisés, très bien contrés. Ils n'ont pas su montrer ce qu'ils savaient faire de mieux. Et voilà, donc à part cette efficacité qui est due bien à la prise de décision des joueurs à un certain moment, on ne peut pas vraiment reprocher quoi que ce soit aux joueurs. Moi, je vais reprendre vos mots très intéressants, notamment à la conférence de presse d'après-match, où vous dites « À la mi-temps, c'est la première fois que je suis aussi fâché avec eux ». Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe concrètement à la mi-temps ? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas sur la première période qu'on a mieux fait en deuxième mi-temps ? Parce que on a toujours un plan. Et le plan, bien sûr, il varie d'un match à l'autre, mais il est toujours cohérent par rapport à ce qu'on sait faire et ce qu'on a déjà fait. On n'a jamais fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. Et on n'a jamais demandé aux joueurs quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait avant. Ça, c'était important aussi. C'était la préparation à la CAN, c'était ça. C'était bien se préparer, c'est d'arriver et de faire que ce qu'on sait faire. Si on commence à inventer, que ce soit tactiquement ou autre. Et en fait, je voyais qu'il y avait des possibilités dans nos sorties de balle, dans nos phases de progression avec le ballon. Il y avait des espaces qui laissaient dans les zones qu'on avait bien ciblées avant et qu'on savait et qu'on n'en profitait pas assez. Par un manque peut-être de confiance, d'audace ou autre. Et j'étais très fâché sur ça. Là où j'étais pas content et fâché, c'était aussi sur notre manière de presser. C'est que c'était bien défini, notre manière de presser. On savait aussi comment est-ce qu'il pouvait nous poser des problèmes. Et il y avait des choses qu'on ne faisait pas bien. Et c'était clair. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a souvent été plus performants en deuxième mi-temps dans les matchs. Et on utilise le live aussi. Donc, les vidéos, que ce soit sur le banc, mais aussi dans le vestiaire. C'est qu'on a une télévision dans le vestiaire. Et toutes ces séquences-là, on en montre 4-5 maximum. Et on les montre aux joueurs. Donc, c'est clair aussi. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. On leur montre à la vidéo, voilà ce qu'on fait mal, voilà ce qu'on doit faire mieux. Et là, c'est vrai que j'étais fâché parce que c'est des choses qu'on pouvait faire facilement, naturellement. Et on l'a vu en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Donc, j'étais fâché. Mais bon, sans plus. Ça arrive. Et est-ce qu'on peut dire que c'était peut-être le match le plus difficile face à la Sierra Leone, un adversaire qu'on connaissait puisqu'on l'avait affronté lors du stage du mois de mars, mais c'était une équipe complètement nouvelle là, qui est arrivée lors de cette compétition. Ah oui, on les avait joués. On avait joué la Sierra Leone et le Ghana. On avait battu les deux équipes 3 fois, parce qu'on avait joué 2 fois contre le Ghana. Et la Sierra Leone, je me rappelle, on avait fait tourner de toute façon tous les matchs, on avait fait tourner l'effectif. Et je pense qu'on avait centré 40 fois sur ce match, frappé 21 fois. Ils n'ont pas eu une frappe cadrée sur tout le match. Après, bien entendu, vous regardez un petit peu les effectifs et en fait, il y en a 6 qui étaient avec les A à ce moment-là. Donc 6 joueurs de la Sierra Leone qui jouaient les qualifications de la Coupe du Monde contre l'Égypte. L'Égypte, l'équipe A, donc contre Mohamed Salah, Marmouche, etc. Ils jouaient là. Donc ce n'était pas forcément l'équipe contre laquelle on a joué. Et on s'est tout de suite rendu compte dès le début de la compétition que ce n'était pas la même équipe. Il faut savoir que dans ce match-là contre l'Égypte, il y avait 4 joueurs titulaires. Donc les 2 défenseurs centraux, le latéral droit et le numéro 10, c'était des joueurs qui étaient titulaires en A pour les qualifications de la Coupe du Monde. Donc en termes d'expérience, en termes de vécu,
plus leur morphologie et leur côté athlétique, on savait que c'était une équipe redoutable, mais ils nous l'avaient montré. Ils ont perdu un match contre l'Afrique du Sud. C'est vrai que certains peut-être se basaient sur ce match-ci. Ils étaient déjà qualifiés et il n'y a que 3 joueurs titulaires qui avaient joué ce match-ci. Donc on savait que ça allait être une équipe redoutable parce que c'est une équipe qui sait vous faire mal parce qu'ils ont des joueurs déroutants, mais c'est une équipe qui prend pas beaucoup de risques en mettant le plus vite possible le ballon dans notre tiers défensif. Et c'est l'équipe qui a ramené le plus de ballons dans le tiers défensif adverse. C'est l'équipe qui a plus frappé dans la surface adverse. C'est l'équipe qui a plus frappé à distance. C'est l'équipe qui a ramené le plus de centres. Donc statistiquement, ils avaient montré quand même des choses super intéressantes parce qu'ils savaient vous faire mal avec très peu de choses. Ils n'étaient pas obligés d'élaborer une action pour vous faire mal. Et sur ça, je trouve qu'on a assez bien défendu et on est satisfait du match, vraiment très satisfait. Effectivement. Et puis après les quarts de finale, il y a eu les demi-finales face au pays d'hôtes, l'Égypte, la pression relâchée, mais physiquement, là, on commençait à sentir peut-être naturellement un petit peu de fatigue. Qu'est-ce qui a fait la différence sur ce match? Sur le match de l'Égypte. De l'Égypte face au pays hôte. Ben, c'est bien parce que nous, on évalue toujours par rapport aux chiffres aussi, aux stats. Quand on dit qu'on est fatigué, et par rapport aux stats, on ne le voit pas. Ça veut dire qu'on a fait des courses à haute intensité. C'est clair qu'en termes de kilomètres, on a moins fait, mais c'est normal. Déjà, on ne peut pas comparer les deux matchs, on compare sur les 90 minutes, parce qu'il y a un match où on a joué, quand vous voyez Reda Alaoui au quart de finale, il fait 16 km. 16 km, je ne sais pas où vous avez trouvé ça, mais vous n'allez pas trouver beaucoup de joueurs capables de faire 6 km. Et dans les 90 minutes, il arrive aux 13 km, avec des courses à haute intensité, pas juste du volume. Donc c'est impressionnant. Mais contre l'Égypte, en termes d'intensité, on fait un très gros match. En termes de kilomètres parcourus, c'est un match normal. Mais pourquoi aussi? Parce que c'est un match qu'on contrôle du début à la fin. Et ce n'est pas un match qui va d'un but à l'autre. Donc on parcourt moins de kilomètres. Mais ce qu'on a très bien fait en deuxième mi-temps, c'est les courses à haute intensité et les appels de balles, les appels en profondeur. Donc ça, on a vu quand même qu'on est dans les standards au niveau physique. On n'était pas fatigué du tout. Et j'anticipe déjà, en Afrique du Sud, c'est encore beaucoup mieux en finale. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui vont interpréter l'état de fatigue ou autre des joueurs de l'équipe de l'extérieur. De la télévision, c'est encore plus compliqué, mais les chiffres parlent pour dire qu'on était très bien physiquement et on était très bien de match après match. C'est-à-dire que le travail de préparation qui a été fait juste avant et pendant, il a été top au niveau récupération, au niveau alimentation. Et voilà, vraiment, on était en termes de haute intensité, on était top à ce match. Effectivement, et puis vous vous rappelez qu'on avait joué 120 minutes donc, contre la Sierra Leone, et puis ensuite, presque 24 à 48 heures après, on se retrouve à jouer face à l'Égypte. Vous avez déjà anticipé ce plan. Après le match à la Sierra Leone, vous vous dites, bon, maintenant, il va falloir que je joue aussi sur la fraîcheur des joueurs et aménager ceux qui ont joué presque 120 minutes. Vous savez, c'est difficile quand vous avez des joueurs qui sont déterminants, qui peuvent faire la différence, qui sont importants aussi par rapport à leur profil. C'est difficile de se dire on va le mettre au repos, parce que tu le mets au repos pour rien peut-être, parce que si tu perds, tu ne joues pas la finale. Mais nous, on l'a toujours fait depuis le début. Ça veut dire que ce n'est pas une question de mettre au repos un joueur, c'est une question de faire jouer les joueurs qui sont à 100%. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a fait depuis le début. C'est pour ça qu'Abdelawi n'a pas commencé tous les matchs. C'est pour ça que Reda Alaoui n'a pas du tout joué le troisième match contre la Tunisie, parce que Boukamir était beaucoup plus frais et donc plus performant que lui. C'est pour ça que Othman Mama n'a pas joué contre la Tunisie aussi. Il était sur le banc, mais il y avait des joueurs qui étaient beaucoup plus frais. Ce n'est pas juste une question de se dire on le met au repos. On ne met personne au repos. En fait, on fait jouer les joueurs qui sont capable physiquement de jouer à 100%. J'ai aussi, on en parlait aussi de Aïd Boudlal parce qu'il revenait de blessure. Le staff médical a fait un travail énorme. Donc on voit déjà Abdelawi qui a été décisif dans tous les matchs alors qu'il est arrivé blessé, mais on savait qu'on allait l'avoir qu'à partir du troisième match et à partir des quarts de finale et qu'on connaît sa qualité. Donc on savait qu'en 15-20 minutes, il peut faire la différence. C'est ce qui s'est passé. Il marque contre la Tunisie, il marque contre l'Égypte et puis il a pu être titulaire en finale. Et Aïd Boudlal, c'est la même chose. Aïd Boudlal, il se blesse le 1er mai. Au bout de 20 minutes. Au bout de 20 minutes, mais le 8 mai, il court déjà. Oui. Donc en fait, il s'est arrêté 6 jours. Le 8 mai, il est déjà sur le terrain en train de courir. Mais on ne veut pas prendre de risques. On veut qu'il arrive à 100%. Et c'est pour ça qu'il arrive à 90%, 85% contre l'Égypte, mais on le met quand même sur le banc, parce que Berti fait du bon travail et il joue, et puis Berti se blesse et il joue les 5 dernières minutes. Et voilà, et comme Berti est blessé, on doit changer la défense, parce qu'il
faut pas être dupe aussi. Une défense qui marche bien, on ne change pas pour une finale. Donc le fait que Berti se blesse, on fait jouer Aïd Boudlal. Et Aïd Boudlal, il est 100% prêt physiquement. Il termine après 90 minutes sans crampe. Il fait ses kilomètres parcourus pratiquement 93% de ce qu'il fait d'habitude avec nous. Et en haute intensité, ce qui est le plus important, il dépasse. Il a 134% de ce qu'il fait d'habitude. Donc il passe de 34% les courses à haute intensité qu'il fait d'habitude. Et il termine le match sans crampe, sans rien. C'est-à-dire que physiquement, il est prêt. Alors, c'est vrai que de l'extérieur, on donne son opinion, chacun peut donner son opinion, etc. Mais c'est un fait. Donc nous, on était très satisfaits du rendement et du travail de la cellule médicale et de la cellule performance, parce qu'on voit qu'on avait des joueurs prêts physiquement et tout le monde était à la hauteur. Personne s'est plaint de blessures ou de fatigue extrême après les matchs. Effectivement, et puis c'est très important, vous le soulignez, le travail de ce staff médical qui a fait un travail extraordinaire, notamment sur Hamid Aït Boudlel. À ce moment-là, c'est très important d'être entouré quand même d'un staff aussi performant, sachant qu'on arrive en fin de saison, il y a quelques joueurs qui ont joué presque toute la saison avec leur club. Donc, on revient encore une fois sur la question de l'état physique des joueurs. C'est normal à ce moment-là, on anticipe aussi que certains peuvent se blesser durant la compétition. Certains peuvent se blesser et certains peuvent ne pas commencer la compétition. Comme on a eu certains qui ont eu du mal à rentrer dans la compétition. On le savait très bien. C'est pour ça qu'on est resté confiant. On savait très bien qu'on travaillait beaucoup aussi spécifiquement, individuellement avec les joueurs en fonction de leurs besoins physiques. Et on l'a vu, l'équipe elle a grandi. En termes de data, elle a grandi. Elle a vraiment été meilleure à chaque fois, ce qui est très rare dans une compétition. Donc, nous, on le savait aussi, il y a des joueurs qui viennent avec une surcharge, il y a des joueurs qui viennent avec des petites blessures, il y a des joueurs qui viennent parce qu'ils n'ont pas de temps de jeu. Et vous savez, le pire, des fois, c'est ceux qui n'ont pas de temps de jeu. Ils sont obligés de jouer, mais s'ils ne sont pas performants, vous ne pouvez pas forcément les faire jouer. Donc, il faut trouver un petit équilibre. Mais vous savez aussi qu'ils ont tellement de qualité que si vous les faites jouer, qu'ils vont être plus forts encore dans les matchs à élimination directe. Donc, c'est tout ça qu'on a essayé de faire. Mais voilà, après, je pense qu'on est très satisfait de ce rendement-là et de la manière dont on a géré ces joueurs-là. Effectivement. Alors, après les demi-finales, très naturellement, c'est la finale. On retrouve l'Afrique du Sud en finale, comme lors de la finale en 97. Bon, on s'était imposé 1-0. Cette fois-ci, le destin en a décidé autrement. Est-ce que ce détail, de se dire qu'on va réaffronter à nouveau l'Afrique du Sud, ça joue dans la tête des joueurs ? Ça joue, nous on savait vite fait, c'était l'Afrique du Sud, mais franchement, quand vous avez fait une finale en 97, donc il y a 28 ans, l'équipe contre qui vous avez joué ou le niveau, vous savez très bien que depuis ce temps, ça a changé. Donc nous, non. Nous, on savait, là où on était satisfait, moi j'étais satisfait de cette finale, vraiment, parce que je trouvais que c'était deux équipes qui produisaient le plus. Vraiment, en termes de jeu de position, en termes de cohérence dans ce qu'ils proposaient, le Maroc et l'Afrique du Sud, et c'est pas que moi qui le dis, beaucoup de coachs adverses qui me le disaient aussi, c'est ce qu'ils proposaient le mieux. Donc moi j'étais satisfait, les joueurs, eux, ils savaient très bien qu'ils allaient jouer contre une bonne équipe, mais on était déterminés, on savait que ce qu'on voulait c'était gagner la CAN, on aurait joué contre n'importe qui, sincèrement ça n'a pas joué dans les têtes, ce qu'on voulait c'était gagner la CAN. Alors avant de revenir sur le cœur vraiment de ces 90 minutes qu'on a joué, moi il y a un détail très touchant que j'ai trouvé lors de votre conférence de presse d'avant-match, je reprends vos mots, je cite: la confiance en les joueurs elle est totale, j'ai confiance en eux et je leur montre tous les jours et je le prouve aussi, pas juste avec les mots. Parlez-nous de votre relation avec les joueurs. Mais j'ai une relation, je ne vais pas dire froide, mais je sais aussi. Moi, en fait, ils voient et ils sentent ma main avec le gant de velours. Il y a une main de fer à l'intérieur. Donc ils savent aussi qu'à l'intérieur, il y a une main de fer. Ils savent aussi qu'il y a des règles de vie, des règles qu'on a mis, qui ont été faites ensemble avec le staff, avec les joueurs, etc., qui doivent respecter ça, le groupe. Et je pense que ces 2 années-là, il y a des joueurs, vous savez, il y a des joueurs qui sont aujourd'hui en Europe, qui performent et qui n'ont pas été sélectionnés, juste parce qu'ils ne rentraient pas dans ce cadre-là, juste parce que c'est des joueurs qui ne venaient pas avec la même attitude, le fait de s'investir, de se donner à 100% aux entraînements, aux matchs. Et on a déjà fait des stages en mettant de côté des joueurs qui sont là aujourd'hui. On parle de Sadar. Sadar, il a été privé de 3 stages parce qu'il ne faisait pas attention à son hygiène de vie, etc. Donc j'ai été très très dur avec lui, mais vraiment très dur. Très dur parce qu'il demandait à venir et il faisait tout pour mais je ne voyais pas vraiment d'amélioration. Donc c'est des joueurs que je ramène aussi lorsqu'ils doivent faire les tests
de physique ou de masse grasse, etc. Parce qu'ils savent, ils sont comme ça, ils tremblent un peu. Et je pense que ce qu'il y a, c'est le respect des valeurs, parce qu'on représente aussi le Maroc, c'est important. Et on sait aussi qu'il y a le résultat à la fin, mais ce qu'on va montrer sur le terrain, en dehors du terrain, l'esprit d'équipe, c'est les plus grandes valeurs qu'on peut montrer. Et je pense que tout ce temps, on a travaillé sur ça. Et aujourd'hui, les joueurs en sont conscients. Donc il y a ce respect mutuel. Je le dis toujours, j'ai senti beaucoup de respect des décisions. Il y en a, il n'acceptait pas, mais il le montrait sur le terrain, il le montrait quand il rentrait. Mais j'ai pas vu un joueur venir se plaindre chez moi ou chez l'assistant pour dire ouais, comment ça se fait que je joue pas ou traîner les pieds à l'entraînement. J'ai pas vu ça. Et c'est là où vous dites on a construit un vrai groupe, malgré certaines absences, malgré plein de choses. Et ça aussi, c'est important aussi parce que les joueurs le ressentent aussi, c'est que on est avec eux, c'est avec eux qu'on ira à la guerre. On ne va pas commencer à pleurnicher ou à pleurer sur X, Y qui ne sont pas venus pour X raisons. C'est comme ça. On ne sait rien y faire. Le plus important, c'est avec qui on est et avec qui on veut aller au bout. Et ils l'ont senti que c'était avec eux que je voulais aller au bout. Et voilà. Et quand je disais qu'il y a des joueurs qui sont en tribune, que j'ai du mal à mettre en tribune et qui sont capables de jouer, quand vous voyez en finale, Karoubi, il a été 3 fois en tribune et il rentre en finale parce que je compte sur lui pour faire la différence. Et il a montré quand même beaucoup de dynamisme. Et voilà, ils ont compris aussi que les choix dépendent aussi du contexte, qu'il n'y a pas de, il y a pas de joueurs qui sont plus hauts que d'autres. Ils le sentent aussi, ils le savent. Et ça, c'est important. Mais ça aussi, c'est des signaux qu'on doit montrer bien avant. C'est pas arrivé à une CAN. Voilà. Mais je pense qu'aussi, c'est aussi votre relation aussi qui joue beaucoup avec. Parce que c'est vrai que quand on vous entend parler, ou même quand on vous voit, il y a presque un côté un peu paternel. Ou peut-être que même les joueurs voient en vous peut-être ce statut presque d'un papa. Ouais, parce que. Et puis, papa, il peut être très, très strict, très sévère aussi. Je pense qu'il le voit aussi. Et il voit aussi que je suis à l'écoute. J'essaie toujours on a fait beaucoup d'entraînements. On a fait beaucoup d'entraînements spécifiques où en fin de compte, avec beaucoup les joueurs locaux, ce qu'on essayait, c'est de développer le joueur. Ils le voyaient, ils le sentaient, on prenait beaucoup de temps pour eux. Beaucoup de temps pour eux, ça veut dire qu'on les laisse faire des erreurs, on les corrige, on leur met pas la faute sur eux. Et ce qu'on fait, c'est qu'on travaille. On va sur le terrain, on leur montre les vidéos, on dit voilà, ce qu'on a besoin dans notre projet de jeu, c'est des joueurs qui font ça. Tu fais bien ça, mais ça, il te manque encore. On va essayer de travailler pour que tu arrives à le faire. Et ça, c'est sur 2 ans, c'est qu'on a fait beaucoup avec les joueurs du championnat local. Et donc je pense qu'ils le sentent aussi parce que j'ai eu des retours après la CAN de beaucoup de joueurs et c'est clair qu'ils sont contents de ce qu'ils vivent avec le Maroc, ils sont contents du staff, ils sont contents de ce qu'on leur apporte. Mais je leur dis aussi toujours, je leur apporte parce que je les vois pas juste comme des joueurs, je les vois comme des êtres humains, ils ont besoin de ça, ils s'investissent. Et ce qu'il y a aussi, c'est que ce sont eux les joueurs les plus importants, c'est la norme. J'ai appris ça déjà il y a très très longtemps en Belgique quand je faisais mes cours de psychologie. Il disait toujours le joueur est la norme. Quoi qu'il arrive, plus que n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle compétition, le joueur est la norme. Et en fait, moi, dans ma tête, c'est clair. Les plus importants, ce sont les joueurs. Et donc, quand vous leur montrez que vous êtes là pour les aider, pour les accompagner, pour les encourager, on parlait de Hamid Aïd Boudlel, qui j'ai eu beaucoup de discussions déjà avant et après. Nous, notre rôle, en fait, c'est un joueur qui est né au Maroc, qui a signé à Rennes, qui a grandi à l'Académie, qui a grandi à l'Académie, qui a été formé au Maroc. C'est un pur produit du Maroc, acheté un gros montant par Rennes. Ils sont super satisfaits de lui, super contents. Il joue titulaire, il a été prêté, il a joué titulaire tous les matchs avec Amiens. Et qui a demandé à plusieurs fois à venir avec l'équipe nationale, alors qu'au début, Amiens ne voulait pas le lâcher parce qu'ils avaient encore des matchs, que quand il est venu à l'UNAF, Rennes ne voulait pas le lâcher parce qu'ils avaient des matchs, et il a fait le forcing pour venir, parce qu'il aime le Maroc. Est-ce qu'il se met beaucoup de pression? Oui, je suis là, et on est là pour ça. En fait, il y en a beaucoup qui font des jugements hâtifs que sur la performance. C'est un joueur qui a un gros potentiel. Et notre rôle à moi et mon rôle à moi, c'est de construire des gars, c'est de les construire. C'est pas juste de dire oh, il est bon, il est pas bon. Dire il est bon, il est pas bon, je laisse ça aux autres. Et il y a des experts pour ça. Moi, ce que je fais, c'est travailler toute ma vie. Moi, je lui dis toujours, et j'en parlais en plus il y a pas longtemps, juste avant la CAN, il y a un journaliste d'Arsenal qui m'a contacté. Il y a un joueur Kiwior, titulaire indiscutable à Arsenal. Il a joué contre le Real en quart de finale, contre le PSG en demi-finale. Quand il était en U21, j'avais du mal à le mettre parce qu'il faisait beaucoup d'erreurs. Il est titulaire en Champions League.
Il y en a un autre qui joue à Leicester titulaire, Watford, et des joueurs qui sont passés par des moments difficiles. Ce qu'on doit faire, nous, c'est les accompagner, les aider. Et quand ils montrent justement du professionnalisme, de l'intérêt et l'envie de progresser, on doit continuer, on leur tendre la main. Ça, c'est mon rôle avec tous les joueurs, et c'est ce que je ferai avec tous les joueurs. Après que certains tirent des conclusions hâtives, je sais d'où je viens, je sais quelle est l'expérience que j'ai avec beaucoup, beaucoup de joueurs, et je sais aussi qu'on n'a pas de... La seule chose que j'ai apprise, moi, c'est qu'on ne sait pas grand-chose, en fait. On ne sait pas dire lui il va arriver, lui il va pas arriver. Non, non, celui qui pense ça, celui qui dit encore ça, c'est qu'il n'a encore rien compris. On ne le sait pas. Nous, tout ce qu'on doit faire, c'est ceux qui sont ouverts et on doit les aider et les accompagner. Après, on ne sait pas ce qui arrivera plus tard. Mais tirer des conclusions, Ça sert à rien. ça ne sert à rien. Il y en a qui continuent, mais il faut les laisser. Effectivement. Moi, je dis toujours que le coach incarne toujours ce rôle presque de chef d'orchestre. Comment est-ce que vous avez préparé cette finale sur le plan personnel et aussi sur le plan collectif avec les joueurs, le staff, notamment au moment de la causerie, un moment qu'on ne vit pas, qu'on ne voit pas, qu'on ignore, mais c'est l'un des moments peut-être où il y a plus d'émotion, la causerie. Oui, et puis l'émotion. Je pense que c'est ce qui fait souvent notre perte. Quand on voit les matchs que moi j'ai faits ou les compétitions, on est beaucoup dans l'émotion. Par rapport à des pays en Europe ou des pays comme moi j'ai connu, j'ai travaillé à Anderlecht longtemps en Belgique. Ici au Maroc, on est beaucoup dans l'émotion et ça nous a souvent desservi. Et c'est pour ça aussi que, mais déjà vous le voyez dans nos matchs, on panique pas beaucoup aussi. Même quand on est mené au score ou que c'est 0-0, on panique pas beaucoup. On a travaillé beaucoup sur ça aussi. C'était déjà à l'UNAF où on perdait contre la Tunisie, on est revenu au score contre l'Algérie. C'est de garder son calme, garder le plan. J'ai eu des expériences négatives avant ça, au l'UNAF dernier, il y a 2 ans, ou dans des matchs où tu dis, tu es en train de bien faire, tu joues. Je me rappelle d'un match contre l'Algérie à l'UNAF, on avait gagné 2-0, mais on joue. 30 minutes de jeu, on met 1-0, on était super bien dans le match, et puis on joue plus. On joue plus. Puis il y en a un qui est par terre, puis il y a la civière qui rentre, puis je veux faire un changement, puis il me dit non, coach, c'est pour gagner du temps, en première mi-temps. En fait, je me suis rendu compte que dans un sens ou dans l'autre, quand on marque ou quand on encaisse, on commence à déjouer, on commence à penser, quand on marque, on dit ouais, il faut faire que défendre, et quand on a encaissé, on se dit bah, il faut absolument vite mettre le ballon dans la surface adverse, au lieu d'oublier le plan, et voilà. Et moi, ce que je dis toujours, c'est on en est où? Que ce soit en quart de finale, en demi-finale ou en finale, surtout en finale, on en est où? On est en finale. Comment est-ce qu'on est arrivé en finale? En faisant les choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il suffit de continuer à faire ça. C'est tout. Il n'y a pas trop changé. On n'a rien changé comme routine, mais rien. On a fait ce qu'on faisait tout le temps. Dans la causerie, on a parlé du fait que c'était pour eux, c'était la satisfaction de remporter la coupe. Quoi qu'il arrive, tout le monde va être fier de ce que vous avez fait. Parce que vous avez montré des valeurs, que vous avez qualifié le Maroc en Coupe du Monde. Et donc maintenant, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Et surtout, c'est ce qu'on veut dès le départ. En fait, ce que je leur ai dit surtout, c'est, comme ça fait 2 ans qu'on leur parle de ça. Et je me rappelle d'une discussion que j'ai eue il y a 2 ans, quand on m'a dit, ouais, est-ce que vous pensez que vous pouvez vous qualifier pour la CAN? Et je dis, tout ce que je fais, ou tout ce que je vais faire, c'est pour gagner la CAN. C'est pas pour me qualifier à la CAN, c'est pour la gagner. Et les joueurs sont conscients de ça aussi. Et ce que j'ai essayé de leur faire comprendre, c'est on est ici, à un match, d'atteindre juste l'objectif. Et en fin de compte, là où on est maintenant, c'était prévu. On l'avait préparé. On vous a parlé souvent de ça, de gagner la CAN. Donc c'était prévu qu'on soit en finale. C'était prévu qu'on joue le match pour la gagner. Donc tout ça, c'était prévu. Donc c'est quelque chose de normal. Et donc il faut le prendre normalement. Et moi, j'ai travaillé sur ça, sur les choses simples. Sur la dynamique tactique, la même chose. C'est que, bien sûr, on a eu beaucoup de matchs. On a eu une 30aine de matchs internationaux. Donc on a eu le temps vraiment des animations différentes, etc. Et on a fait ce qu'on savait faire. Donc on a essayé d'attaquer de la même manière, on a essayé de construire de la même manière, et on voit dans le jeu, en fait, dans les phases de construction, dans les phases de progression, bien entendu que des fois il y a des erreurs, des fois il y a des erreurs d'appréciation, mais on le voit que du début à la fin, tout était cohérent. On s'est créé des occasions avec des récupérations de balles, on s'est créé des occasions avec des phases de progression. Et donc moi, c'était la clé, c'était faire ce qu'on sait faire ce qu'on a fait depuis le début et rien changer. Et est-ce que vous vous rappelez de la dernière phrase que vous lâchez peut-être à la fin de la causerie, vraiment c'est celle sur laquelle vous allez terminer? C'était dans le vestiaire, hein. C'était filmé, donc j'aurais pu demander qu'est-ce que j'ai dit. Il y avait tellement de matchs. Mais je pense que c'était quelque chose de très simple.
je pense que j'étais parti sur j'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai pas envie de dire de bêtises. Euh, Ça te revient pas. ouais, vraiment. J'ai pas envie, j'ai pas envie de dire quelque chose que je n'ai pas dit. Mais je savais que quand je l'ai préparé, et j'allais parler de, voilà, il n'y a plus rien à dire. Faites ce que vous savez faire. Juste. Ah oui, 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 oui. Je pense que il y a personne qui vous demande de faire plus que ce que vous avez fait, ou de faire quelque chose d'extraordinaire, ou d'être irréprochable. La seule chose que vous devez faire, c'est ce que vous faites tous les jours, ce pourquoi vous êtes ici, ce que vous aimez faire, et ce que vous faites le mieux. C'est jouer au foot en équipe. Tu vois, c'était un truc comme ça. Tu vois, pour rester vraiment dans... Voilà. Dans l'état d'esprit et dans... Ouais, dans l'état d'esprit de rien changer, pas se prendre la tête, pas vouloir inventer. Même le coach, hein. Même le coach, des fois, le coach, il arrive dans certaines situations, il dit, je dois changer quelque chose, on est en finale, ils nous connaissent, oui, ils nous connaissent, oui. Mais pour l'instant, il n'y avait personne qui est arrivé à nous contrer vraiment avec notre animation à 4 au milieu, etc. Donc on va continuer comme ça. Et moi, je suis resté dans, mais même avec le staff, je l'avais dit, tout ce qu'on fait d'habitude, on est resté sans inventer. Il ne fallait pas inventer le foot. Ça, effectivement, on l'a parfaitement vu. C'est vrai que pour ceux et celles qui connaissent cette équipe nationale des U20, c'est vrai qu'on est resté toujours sur les mêmes principes de jeu et ça, c'était très important. Alors, il y a bien une seule chose qu'on ne peut pas vous reprocher, c'est d'avoir tout essayé lors de cette finale, notamment avec les changements. Et puis, les statistiques parlent d'eux-mêmes. 1,26 d'XG, donc la probabilité de marquer. La possession de balle à 53%, 15 tirs au but, 6 tirs cadrés, 4 grosses occasions. Vous avez vraiment tout essayé, tant les joueurs, tant le staff, finalement. Ouais, je pense qu'on a fait assez pour gagner ce match. Et si on ne l'a pas gagné, c'est qu'on aurait dû faire mieux, ou plus. Ils ont su profiter d'une de nos erreurs, comme nous, on n'a pas su profiter des erreurs qu'ils ont faites, parce qu'un match, c'est ça, en fait, c'est une accumulation d'erreurs. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter, mais la déception, elle est là, parce que c'est ce qu'on voulait vraiment. Mais on sait aussi, et ça, c'est comme ça avec tous les coachs, c'est que des fois vous perdez des matchs et vous vous dites, purée, comment on a fait pour le perdre? À tête reposée, vous avez des regrets? Vraiment aucun. Sincèrement, aucun. Aucun regret. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait par rapport au contexte. Est-ce que c'est l'équipe qui aurait joué si ouais, Zaberi était blessé, c'est comme ça, Berti était blessé, Saad était suspendu, des choses. Ils auraient pu commencer le match. Et, oui, mais ça c'est le contexte. Nous, on a mis la meilleure équipe possible. On est persuadés que les joueurs étaient convaincus de pouvoir la gagner, qu'ils ont tout fait pour la gagner, qu'on a manqué d'efficacité, bien entendu. C'est pour ça qu'on ne l'a pas gagné. Qu'on a manqué une fois, qu'on a fait une erreur, et c'est pour ça qu'on n'a pas gagné. Mais c'est comme ça. Et le foot, c'est comme ça. Il faudra l'accepter. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas une fin en soi. C'est qu'on sait qu'on va continuer à avancer, qu'on va continuer à grandir et qu'on va partir avec les mêmes ambitions à la Coupe du Monde. Les mêmes. On aura les mêmes ambitions. Et c'est ça, que je retiens, c'est que c'est ce que je vois et je ressens dans ce groupe. C'est que, vous savez, pour grandir, il faut aussi... C'est difficile avec les joueurs, hein, des fois. Les joueurs de foot, c'est difficile parce que des fois, ouais, mais il ne m'a pas donné la balle, le centre, il n'est pas bienvenu, ouais, mais la tête, je n'ai pas vu avec la lumière. Non. Ils sont toujours dans le détail ici. Beaucoup. Mais moi, j'ai eu beaucoup de joueurs, comme Othman Mama, comme plein d'autres joueurs, qui se sont excusés. Pardon, coach. C'est très rare. Hein. Ça, il faut le reconnaître. C'est très... Et c'est ce que j'ai dit à notre président et à tout le monde, c'est qu'à partir de là, tu sais que tu peux encore avancer. Tu sais que tu peux aller encore plus loin parce qu'ils ne rejettent pas la faute. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de construire aussi depuis le début. C'est pas de reproches, pas d'excuses, c'est de la faute de lui, c'est parce que... Aucune, depuis le début jusqu'à la fin. Et à la fin, dans une déception vraiment énorme, j'entends ça de certains joueurs, je me dis, alhamdoulilah, on peut continuer encore à avancer. Et je crois que c'est ça le but, c'est d'avoir cette envie toujours de vouloir progresser et d'être meilleur. Et c'est ce qu'on va essayer de faire pour la Coupe du Monde. Être meilleur, vraiment, c'est notre ambition. Moi qui ai vécu effectivement cette CAN U20 d'un point de vue extérieur avec Radio Mars, c'est vrai que vous soulignez l'état d'esprit et on l'a vu et on l'a souligné notamment. Ça se voit même lors des séances d'entraînement. C'est un groupe qui vit bien et ça, c'est aussi le fruit d'un travail de 2 ans que vous avez construit ce groupe. Donc ça, c'est aussi très important pour vous de continuer dans cette dynamique. Et comme vous l'avez parfaitement dit, c'est le début
d'une longue et belle série, Inch'Allah, qui vous attend pour la Oui, mais suite. tout en continuant vous savez, le joueur en général, quand il est trop dans le confort, c'est jamais bon. Il faut toujours un petit peu faire en sorte qu'il se surpasse, qu'il aille chercher chaque fois de nouveaux objectifs. Et c'est pour ça qu'on va faire un stage avec des joueurs qui n'étaient pas à la CAN du tout. Oui. euh, On va pour, revenir sur, effectivement, on va revenir voilà. sur le prochain stage. Et justement, c'est parce que ce qu'il y a aussi, c'est la déception. Et ça, je veux vraiment insister parce que après 2 jours, je sentais encore ces joueurs déçus. Et en fait, qu'est-ce qui atténue un peu notre déception à nous, c'est à partir du moment où on est arrivé déjà dans l'avion, que le pilote félicite le groupe et en toutes les langues, qu'on arrive à Casablanca, à l'aéroport, que les gens à Casablanca nous accueillent, nous disent félicitations, vous nous avez rendus fiers, que vous allez prendre le taxi, que vous allez acheter votre pain, que vous allez n'importe où, c'est incroyable, c'est là que vous voyez que la passion au Maroc, elle est incroyable, on parle des U20, et quand vous sentez ça, et quand vous sentez que les gens étaient fiers quand même de ce que vous avez fait, ça atténue un petit peu notre déception, parce qu'on est encore déçus. Hein. Oui, On la bien voulait sûr. vraiment, cette canne. Bien sûr, bien sûr. Et donc ça, c'est important pour la suite. Effectivement. Alors, on va rapidement revenir peut-être sur le bilan de cette compétition. Avec le premier match face au Kenya, est-ce qu'on s'attendait à ce scénario où il mène 1-0, on revient à 1, il remène 2-1, 2-2, et puis au final, on s'impose 3-2? Match difficile, et puis on rentre peut-être avec une petite crispation. Est-ce qu'on anticipe ce scénario? On n'anticipe pas le scénario. On sait que c'est une équipe redoutable. On sait que c'est une équipe qui peut vous faire mal dans les transitions, dans les courses à haute intensité. Et donc, ce qu'on a aussi beaucoup préparé, ça s'est vu après, c'est une petite claque, une petite piqûre de rappel qu'on a eu dans ce match-ci, c'est dans le contrôle du match. Le contrôle du match, c'est ce qui est très important quand vous contrôlez le match, c'est quand vous avez la balle. Et quand on a eu le ballon, déjà on a manqué de confiance et d'idées pour sortir la balle, on l'a vu tout de suite. C'est vrai que les changements à la mi-temps nous ont permis après de ressortir le ballon plus facilement. Je pense que c'est dû à une crispation déjà. Et puis, le contrôle du match, c'est aussi quand vous l'avez dans le tir offensif ou dans le camp adverse. Et là, on a mal joué ce match. Le moment où on l'a vraiment le plus mal joué, c'est quand dans nos phases d'attaque, on n'était pas assez équilibré et pas en marquage préventif pour empêcher les contres adverses. Et on sait très bien quand on laisse surtout des équipes comme ça, subsahariennes, avec autant de puissance, quand on les laisse jouer vers l'avant et prendre de la vitesse, c'est très difficile à défendre. Et là, c'était une belle piqûre de rappel. C'était important de le gagner aussi, parce qu'il fallait que la confiance reste. Et on a vu déjà, juste après, défensivement, on était... Voilà. Et puis sur toute la durée du tournoi, on a été très très bon dans tout ce qui est marquage préventif et contre-presse et empêcher l'adversaire de contre-attaquer, ce qui est quand même une force majeure dans les Coupes d'Afrique, parce qu'on sait aussi très bien qu'un match qui va d'un sens dans l'autre, comme le premier match, on est perdant. C'est-à-dire qu'on peut gagner un match comme le Kenya, mais si on aurait reproduit des matchs comme ça, on n'allait pas aller loin. C'était le match le plus difficile à gérer, vous C'était pensez? C'était le match où on a contrôlé à gérer, non, c'est le match où on a le moins contrôlé. C'est le match où j'étais le moins serein sur le côté. Vraiment, j'étais le moins serein parce que je disais, on les laisse trop attaquer, on les laisse trop contre-attaquer, on n'est pas bien positionné quand on attaque et on manquait de confiance et d'idées offensivement. Et à ce niveau-là, j'étais pas. Et puis on prend un but sur coup de pied arrêté, on se dit, ouais, quand vous prenez un but sur coup de pied arrêté dans un match, vous savez que dans tout le match, vous avez cette crispation, ce doute, etc. Et puis par la suite, on n'a pris aucun but sur coup de pied arrêté, on a même très très bien défendu. Donc sur tous les autres matchs, sincèrement, j'étais serein. Même la finale, j'étais persuadé qu'on allait marquer un but. Oui. Mais bon, c'est pas fait, mais c'est comme ça. Oui, évidemment. Mais on sentait que ça arrivait. Ouais. D'ailleurs, il y a eu la perte, parce qu'on parle du match face au Kenya, la perte de notre attaquant Mohamed Yasser Zaberi. Là aussi, c'était peut-être la plus grande perte. Il a inscrit d'ailleurs un doublé. Est-ce que c'est peut-être un élément qui nous a manqué durant cette compétition? Sûrement, parce que Zabiri, vous savez, toute la compétition, j'ai jamais voulu parler des absents. Et il y en a beaucoup. Je peux vous faire une liste. Il y en a qui sont chez Walid, il y en a qui n'ont pas été libérés, il y en a qui... Et ce sont des bons joueurs. C'est un joueur qui peut vraiment apporter une plus-value. Mais je l'ai toujours dit, ça ne sert à rien de parler de ça. Parce que ça ne nous fait pas avancer. Et pour la compétition, j'ai jamais parlé de l'absence de Zabiri parce que je savais qu'il n'allait pas jouer. Donc moi, je devais les jouer les matchs. Oui. Ce sera sans lui. Donc autant. Bien sûr. Sur ça aussi qu'on en parle. Mais c'est notre meilleur buteur. Après, quand ton meilleur buteur qui t'assure des buts n'est pas là, ben, tu sais que tu auras peut-être des buts en moins. C'est comme ça. Et Zabiri, c'est quelqu'un de très apprécié dans le groupe aussi. On l'a vu avec les photos, avec son maillot, qui voulait qu'il revienne pour la finale. Il est revenu pour la finale. Donc c'est un joueur qui est très très apprécié dans le groupe par rapport à ses qualités
sur le terrain, qualité humaine. Mais voilà, c'est comme ça. Si je dis ça, ça sert à rien trop s'attarder sur tous ces absents. C'est comme ça, c'était écrit. C'est des blessures qui se font pendant le match, qu'on ne peut pas prévoir non plus. Donc il n'y a rien à faire à part avancer et regarder devant. Effectivement. Donc c'était une équipe qui a énormément progressé entre le premier match et la fin de match, enfin à la fin de la compétition, entre le début de la compétition et la fin de la compétition. On a eu beaucoup d'automatismes. On a retrouvé, d'ailleurs je reprends vos mots, je retrouve mon équipe au fur et à mesure de la compétition. Est-ce que, par exemple, cette situation-là aussi, est-ce qu'on l'anticipe? Est-ce que vous attendiez à ne pas retrouver nos principes sur le premier match? Non, non. Bon, on savait on a produit un certain football dans des matchs internationaux et des matchs de qualité, et même à l'UNAF. Mais il y a d'autres joueurs aussi, donc avec d'autres joueurs qui ne sont pas forcément là. Vous avez toujours ces petits doutes parce que vos animations, elles dépendent aussi beaucoup des caractéristiques et du profil de chaque joueur. Et donc ce qu'on a dû faire, nous, c'est de trouver d'autres animations. Donc la structure restait toujours la même, mais les déplacements, les mouvements, les animations, par exemple du latéral droit qui vient intérieur, qui vient se positionner en 6 ou en 10, former le carré, il y a énormément de choses, tout en gardant cette structure-là, qu'on a dû retravailler, remontrer en vidéo, pour après retrouver un petit peu ces sorties de balles fluides et cette progression fluide qui faisait notre qualité avant, que beaucoup de gens n'ont pas regardé ces matchs-là, mais c'était une grosse qualité qu'on avait. Et donc, nous, on savait qu'on allait progresser. Et je me disais même, et je disais à mon staff, je dis peut-être qu'on n'atteindra même pas le niveau de certains matchs, mais c'est pas grave. Oui. Le but, c'est qu'on progresse et qu'on soit supérieur à l'adversaire. Et je pense qu'à part le match le plus équilibré qu'on a eu avec le Nigeria, tous les autres matchs, on était supérieur en termes de possession, en termes de nombre d'attaques, de nombre d'occasions de but, d'occasions franches, à tous ces niveaux-là, on était supérieur. Ça veut dire qu'en fait, c'était assez pour gagner. Et je savais qu'on allait progresser, c'est ce qu'on a fait, donc tant mieux. On a vu de très bons joueurs lors de cette compétition. Pour vous, c'est qui a été un petit peu la surprise de la compétition? La surprise de la compétition, ou vous parlez de notre équipe, de notre équipe nationale, évidemment, mais qui s'est illustrée durant cette compétition? Moi, je les connaissais bien. Donc je savais qu'il y a des joueurs il n'y a personne qui a surperformé. Voilà. Je reviens un petit peu sur ce que je dis depuis le début. On peut mieux faire. Et j'assume le fait qu'on peut mieux faire. Parce qu'il n'y a aucun joueur qui a surperformé. Il n'y a aucun joueur qui est resté à son niveau tout le temps. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a des joueurs qui n'ont jamais atteint leur niveau habituel et qui ont un talent énorme, comme Mouad Dahak, comme Saad El Haddad. Ils ne sont pas tout seuls, donc je ne vais pas attaquer un joueur. Je le dis, c'est les deux. C'est des joueurs, et c'est pour ça qu'ils jouent encore. Ils ont un talent énorme, mais ils savent aussi, ils n'ont pas atteint leur niveau. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave parce qu'ils atteindront à la Coupe du Monde et on sera encore meilleur. Mais c'est vrai qu'on a vu l'importance, et je le disais toujours, en termes de caractère de Houssem et Sadak et de Reda Al-Alaoui. C'est des joueurs qui ont beaucoup de caractère, qui courent beaucoup, qui se battent, qui ne se laissent pas faire et qui ont de la qualité. Donc c'est vrai que c'est des joueurs qui ont apporté beaucoup. Mais il n'y a pas de surprise. Baouf, je savais. Baouf, je le connais d'Anderlecht. Baouf, je savais qu'il était capable. Pour beaucoup, c'est une surprise. Et moi, ce n'est pas une surprise. Abdelawi Younes, je le connaissais aussi. Là où c'est la surprise, c'est que je ne le connaissais pas humainement. Donc c'est quelqu'un qui est arrivé très tard. Je l'avais suivi, je connaissais très bien ses qualités. Il est arrivé blessé. Et il a bluffé tout le monde par rapport à son professionnalisme, par rapport à son charisme. On avait l'impression d'avoir un joueur de 25 ans. C'est impressionnant, vraiment. Et il a apporté beaucoup de bien à ce groupe-là, parce que c'est vraiment quelqu'un avec beaucoup de charisme. Et on l'a vu, il a été décisif, alors qu'on savait qu'on allait l'utiliser peu. Quand vous avez 26 joueurs, vous pouvez vous permettre de faire ça. Oui. Mais moi, je pense que personne n'a surperformé. Beaucoup peuvent encore progresser. Et c'est pour ça qu'on est confiant pour l'avenir. Alors, un mot peut-être sur le rendement aussi des joueurs de Botola, notamment donc Reda Al-Alaoui avec le FUS, et puis les joueurs de l'Ittihad Chouarga, Houssem Sadak, Fouad Zawani et Mouad Dahak. C'est important pour vous de continuer à vous baser aussi sur les équipes de notre championnat. Koutoun, il est plus là. Qui est passé par l'académie en tant qu'Yanis. Moi, je parle vraiment de ceux qui sont restés. Ceux qui sont encore à la Botola. Ouais, mais déjà je l'espère, mais dans un futur proche, je l'espère et c'est bien parti, ce sont des joueurs qui ne resteront pas longtemps en Botola.
Donc je peux vous le garantir, ils resteront pas longtemps en Botola. Ils partiront peut-être cette année, peut-être juste après cette saison, peut-être juste après la Coupe du Monde. Mais c'est des joueurs qui ont de la qualité. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des joueurs qui, bien entendu, ont été bien formés, mais qu'on a pu travailler longtemps avec eux aussi. J'ai parlé tout à l'heure des Sadar qui est passé par des moments très difficiles avec moi. Zahouani, n'en parlons pas aussi, il est passé par des moments très très difficiles avec moi. Parce que voilà, à l'académie, il avait des fois des petites sanctions, et donc j'étais intransigeant avec ça. Si vous n'êtes pas bien dans votre club, vous ne pourrez pas être bien avec moi. Donc on a été très dur avec eux, mais on a pu travailler avec eux aussi. Et je pense que ça prouve qu'ici on travaille bien, mais qu'en même temps, ce qu'ils ont besoin, c'est de matchs de haut niveau, parce qu'on voit quand même qu'ils ont passé des caps en jouant des matchs internationaux. Ça, c'est super important. Quand on voit Reda Al-Alaoui, quand il est arrivé, au début, il jouait comme un numéro 10. Il tournait sur lui-même, il touchait 10 fois le ballon, il faisait la pirouette. Et puis quand on a découvert ses datas, il est capable de faire dans les deux surfaces, son jeu de tête et ses capacités de course à haute intensité, on s'est dit, voilà, lui, ça doit être un relayeur qui doit être chaque fois dans les deux surfaces. Et entre les deux surfaces, il doit simplifier son jeu un maximum. On a fait beaucoup de travail avec lui. Parce qu'il y a Mekawi qui n'a pas beaucoup joué, Mesbahi, Abdeslam qui n'est pas venu avec nous. C'est tous des joueurs avec qui, Berti qui est parti maintenant, c'est des joueurs avec qui on a beaucoup travaillé spécifiquement, comme je l'ai dit. Et je pense qu'il s'est rendu compte aussi de la place qu'il doit avoir dans l'équipe. Il s'est très vite rendu compte parce que aussi je lui ai fait la liste de tous les joueurs, entre guillemets, numéro 10 qu'il y avait au Maroc et en Europe. Et en voyant toute cette liste-là, et je lui ai dit, écoute, si tu veux jouer comme eux, ils sont plus forts que toi dans ce domaine-là. Donc si tu veux jouer avec tes qualités, il n'y a personne qui peut jouer à ce niveau-là. Il n'y a personne qui peut te concurrencer. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'il a commencé à performer vraiment dans ce qu'il sait faire le mieux. Et voilà, je te dis, c'est pas uniquement ce qu'ils ont fait avec nous, c'est leur formation. Mais nous, on y croit, parce qu'il y a des joueurs qui partent en Europe aussi. Eux vont partir en Europe. Nous, ce qu'on doit faire, c'est continuer à les faire progresser. Cette étape un peu supplémentaire qu'ils ne peuvent peut-être pas rencontrer au Maroc, c'est les matchs internationaux. Et sur ça, je reviens aussi, les clubs doivent continuer à travailler, mais doivent faire de plus en plus de tournois internationaux. Des tournois internationaux. Parce que moi, quand j'étais en Anderlecht, là où on évaluait vraiment les joueurs, c'est quand on allait jouer des tournois contre Barcelone, le Real, l'Ajax, Arsenal. C'est là où on évaluait vraiment nos joueurs. Et c'est important qu'ils puissent en faire de plus en plus. Dans quelques jours, vous vous envolez pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. Alors, on a rapidement parlé de cette Coupe du Monde. Globalement, à quel niveau est-ce qu'on doit s'attendre face à de très grandes équipes ? Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. Vraiment, je suis quelqu'un d'ambitieux, de confiant, d'ambitieux, parce que je sais qu'on travaille dur. Je sais qu'on a les moyens aussi. Et je sais que ça ne va rien m'apporter d'être pessimiste ou de jouer les petits bras. Rien. Et donc, je veux aussi que mes joueurs se rendent compte aussi de ça, qu'on ne doit craindre personne, qu'on doit aller de l'avant. C'est pour ça aussi que dans nos matchs amicaux, on a joué nos matchs contre des équipes qui sont qualifiées à la Coupe du Monde, des matchs qu'on a gagnés, beaucoup de matchs qu'on a gagnés, des matchs qu'on a perdus. La France, on a perdu. C'est les deux seuls matchs qu'on a perdus sur les nombreuses équipes contre qui on a joué. Mais on était tout près aussi, et on était très très déçus, encore maintenant, d'avoir perdu ces matchs. C'était 2 fois la dernière minute. Donc c'est ça aussi, c'est de se dire qu'on râle de ne pas avoir gagné ces matchs, mais qu'on peut les battre, qu'on va essayer de tout faire pour les battre. On a joué, moi quand je suis arrivé ici, là, 1 mois après, on a joué une double confrontation contre l'Espagne. On a perdu les 2 matchs ici à domicile. 2 mois après, on était aux Jeux méditerranéens, on les a éliminés, l'Espagne, en match officiel. Donc en fait, ce qu'il y a aussi, c'est pour ça qu'on joue ces matchs-ci internationaux, amicaux, c'est pour se préparer au mieux, parce qu'on veut jouer nos matchs en se disant qu'on peut gagner et qu'on veut gagner. C'est vraiment ça. Et nous, on va partir avec cet état d'esprit. Alors si je dis aujourd'hui devant tout le monde, on va pour gagner la Coupe du Monde, il y en a peut-être qui vont me prendre pour un fou, mais ce qui est clair, c'est qu'on va pour gagner tous nos matchs. Vraiment. Et on sait que ça va être difficile, on sait qu'on aura des grosses équipes, on sait qu'on devra faire un effectif correct, mais on part avec cette ambition-là. En parlant de l'effectif, là, il y a une date FIFA qui arrive très bientôt. Est-ce qu'on doit s'imaginer de voir de nouvelles têtes, sachant que la Coupe du Monde sera encore une fois en dehors des dates FIFA ? Mais une nouvelle tête, sincèrement non. À part, en tout cas pour moi, il y aura peut-être 1 ou 2 joueurs, ce sera leur première sélection, même 1. Tous les autres sont déjà venus, on a déjà travaillé avec eux. Donc
Donc ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a choisi des joueurs pour la CAN. On a choisi des joueurs et on a retiré des joueurs qui étaient moins performants, mais qui le seront peut-être. Donc c'est à eux aussi à prendre, à saisir leur chance. Et c'est ça aussi, c'est que l'équipe nationale, c'est pas la porte grande ouverte où quelqu'un me dit ouais, un tel il a marqué 2 buts, je sais plus où, il faut le prendre. Non, et, nous on les suit, on regarde les vidéos, on va sur place s'il faut. Tous les joueurs, je dois les connaître, je dois les avoir vus avant d'intégrer l'équipe nationale. Donc on les connaît, mais c'est aussi leur dire, les amis, voilà, vous n'êtes pas mis de côté. C'est pas parce que je vous ai pas choisi. Mais vous savez, Ilyes Boumou-Saoudi qui a assez bien performé à Awad, c'est des joueurs qui étaient avec nous depuis le début, mais qui n'ont pas été sélectionnés pour l'UNAF. On avait 18 joueurs de champ. Ils n'ont pas été sélectionnés pour l'UNAF parce qu'on a choisi d'autres joueurs. Parce qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas en pleine forme. Surtout Ilyes Boumou-Saoudi. Il a bossé, il a joué, on a vu ses performances maintenant. Et c'est le signal que j'ai envie de passer à tout le monde. C'est que celui qui sera à niveau jouera. Pas celui qu'on va me dire dans l'oreille à longueur de journée, il faut le prendre parce qu'il joue là ou là ou là. Non, celui qu'on aura vu de nos propres yeux, qu'il est capable d'aider l'équipe nationale, de nos propres yeux. Personne d'autre. Parce que c'est très important aussi. On aime bien aussi se déplace, le lobbying et parler d'un tel, un tel. Il y en a, ils n'ont même pas vu les joueurs. Ils viennent me dire ouais, celui-là, il est bon. Ouais, on l'a vu. On a vu les matchs, on a vu tous les matchs, on a les statistiques, on a les vidéos, que ce soit des joueurs en Europe, que ce soit des joueurs au Maroc. Donc on les connaît et puis on fait notre choix. Effectivement, on arrive au bout de cette interview. Coach Mohamed Ouabi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Inch'Allah? Gagner la Coupe du Monde. On va aller la chercher. Pas, franchement, ramener cette Coupe du Monde au Maroc, ce serait formidable. On s'imaginait ramener la CAN, on ne l'a pas faite. Donc pourquoi pas. Non, mais il faut toujours se donner les moyens, donner à fond, rien regretter et aller chercher cette Coupe du Monde, Inch'Allah. En tout cas, on vous le souhaite et on sera de tout cœur avec vous, comme d'habitude. Il ne me reste plus qu'à vous, chers amis, à vous remercier pour ce moment partagé. Alors, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour un tout nouveau face-à-face, face à un tout nouvel invité, Inch'Allah. Merci à vous, coach Mohamed Ouabi, pour le temps que vous avez accordé. C'était Mansour Zamrat. Merci à Radio Mars. Merci beaucoup, coach, et à très bientôt.